Gamal Abina, pour tenter de comprendre davantage, selon vous, en tout cas, quelle est l'analyse que vous faites de cette déclaration du député du Bundestag qui a mis en garde ses collègues contre cette livraison. Il a déclaré, je cite, « Des chars allemands contre la Russie, vos grands-pères ont essayé de le faire. À quoi cela a-t-il alors conduit? Des souffrances incroyables, des millions de morts des deux côtés. Et en fin de compte, les chars russes à Berlin, la politique étrangère n'est pas l'envoi des chars, mais la diplomatie. C'est la recherche d'une décision commune, de la compréhension d'un compromis. » Fin de citation, c'est ce qu'il a prévenu. Alors, selon vous, Gamal Abina, dans le contexte actuel de la situation en Ukraine, de la situation géopolitique du monde, comment analyser cette déclaration de ce député allemand? Alors déjà, je vais expliquer que j'ai travaillé beaucoup sur cette période, je la connais parfaitement, la Seconde Guerre mondiale, mais tout ce qui s'est passé avant et après. Ouais. Je nuancerai un peu le propos du professeur François Dengele par rapport à la générosité russe de cette période. J'y crois pas du tout. Il y a eu aucune générosité. Staline était un criminel. Il a quand même fait assassiner beaucoup de monde chez lui. Lorsqu'il va en Allemagne et qu'il va se venger, comme tous les Russes d'ailleurs, de ce qu'ils subissent, après l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, lorsqu'il arrive en Allemagne, ils ont tué à peu près 5 millions de personnes. C'est vrai qu'il y a eu 27 millions de Russes tués, donc c'est en proportion de la population. Et il y a eu des milliers de femmes violées, des 2 millions pour être précis. Et c'était une vraie barbarie, une boucherie. De toute façon, c'est une guerre qui était sauvage et absolue, une guerre totale, comme disait Goebbels. Donc non, il n'y a pas eu de générosité de la part des Russes, c'est pas vrai. Ils ont été victimes, ils se sont vengés, c'était logique. Je veux dire simplement, c'est que ça s'est arrêté uniquement parce que les guerres froides ont démarré et que les Russes, qui avaient déjà récupéré à la suite de Yalta une énorme partie de l'Europe, devaient sécuriser l'Allemagne, donc refroidir les tensions avec les Allemands de l'Est, en arrêtant la barbarie. Donc à ce moment-là, ils ont donné des ordres pour arrêter les viols, pour arrêter les meurtres, pour faire en sorte que le pays se reconstruise avec les femmes qui restaient, puisque les hommes étaient tous quasiment en prison. Il restait que des gamins de 14 ans et des hommes de 60 ans, donc pas grand-chose. Donc l'Allemagne était reconstruite par des femmes essentiellement, avec ses propres moyens, avec évidemment le concours dirigé des Russes. Parce que de l'autre côté, les Occidentaux avaient déjà fait main basse sur tous les systèmes nazis. Pour pouvoir, je parle de von Braun par exemple pour l'envoi des fusées dans l'espace, mais pas seulement. Tous les grands ingénieurs nazis avaient été quasiment embarqués par la partie ouest, donc il y avait une concurrence, et c'est parce que les guerres froides s'installent que les Russes se calment sur la vengeance. Mais ils se vengeaient aussi, c'est logique, il n'y avait pas de problème. 26 à 27 millions de personnes assassinées dans des conditions effroyables, sur une guerre qui va durer 4 ans, c'est pas rien. Ensuite, l'opération, alors il fait référence effectivement à l'envoi. Il faut se rappeler quand même des proportions. Là, on parle de quelques chars Léopard qui auraient été livrés, qui devraient être livrés à l'Ukraine. Et quand il dit grand-père, il parle bien de l'opération Barbarossa et la bataille de course, qui est la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité, qui a conduit, alors quand Barbarossa démarre, c'est 3 millions et demi d'hommes qui partent à l'Est avec une attaque surprise. C'est 2500 avions de combat, c'est 6500 chars, les Panzer, les chars les plus modernes au monde. Encore une fois, on revoit la question de la modernité où les Russes avaient un désavantage par rapport aux chars allemands. Les Russes avaient les T-50, T-54, bref, ils avaient du vieux matériel, mais en grand nombre. Et le rapport de force a été 1 pour 10. C'est-à-dire qu'un Allemand contre 10 Russes, c'est ça qui s'est passé. Un Allemand contre 10 Russes, plus les partisans. Et surtout, un avion de combat contre 10 avions de combat. C'est ça la proportion. C'est-à-dire que la guerre était ingagnable côté allemand. Ils ont cru battre les Russes parce qu'ils ont pris pour les sous-hommes, les Untermenschen, mais en réalité, ils se sont trompés. Les Russes étaient beaucoup plus costauds parce que beaucoup plus nombreux. Donc la bataille de course qui a tué 2 fois plus de Russes que d'Allemands, détruit 2 fois plus de chars, et pour autant, ils ont perdu, parce que le nombre l'a emporté. C'est le principe de la fourmilière. Donc pourquoi est-ce qu'il leur fait référence à ça? C'est parce qu'effectivement, l'Allemagne s'est lancée plusieurs fois en guerre contre la Russie, pas une fois, la Prusse a été évoquée par le professeur, effectivement. L'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale avec le fameux accord de Brest-Litovsk, où ils ont obtenu le territoire par territoire russe, mais après ils l'ont perdu à cause de Versailles qui aura repris le territoire. L'Allemagne a systématiquement perdu face à la Russie sur un plan politique, par rapport militaire, et aujourd'hui n'est pas envie d'être dans une guerre de nouveau indirecte face à la Russie parce qu'elle sait d'abord qu'elle risque des pubs, parce qu'économiquement elle est déjà impactée, et surtout parce que de toute façon leurs chars, quelle que soit la technologie utilisée, seront immédiatement balayés par la puissance militaire russe. Il faut jamais oublier que quand on envoie 3,5 millions d'hommes et de pratiquement 7000 chars, 2500 avions et qu'on est balayé au bout de 3 ans, qu'est-ce que ça peut donner quand vous avez envoyé une vingtaine de chars, une cinquantaine de chars? Ça ne donnera pas grand-chose. Il faut être un peu sérieux. Ensuite, la Russie soviétique n'est pas la Russie de Poutine. La Russie de Poutine est très moderne. Ça n'a fait rien que le temps des soviets où il démarrait très bas, où il a fallu faire face à des
à des mouvements violents de deux agressions consécutives sur 20 ans, 14-18, 39-45, c'est pas comparable. Il n'y a aucune comparaison possible aujourd'hui avec cette Russie-là. Les Russes produisent tous leurs armements, ont des capacités offensives considérables et surtout n'ont jamais baissé de rythme en production d'armements puisqu'ils les vendent à l'étranger. Donc il y a une énorme industrie militaire russe qui permet d'assurer non seulement l'exportation, mais en plus l'approvisionnement intérieur. Et puis l'autre côté, c'est que l'Occident, je parle pas des États-Unis qui n'ont jamais baissé la pression en matière de production d'armement, mais l'Occident voilà. européen, cet Occident-là, lui, a une capacité militaire, une grosse capacité de production. Je vous écoute. Allez-y. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont baissé leur capacité. Aujourd'hui, d'accord. Et aujourd'hui, c'est la panique. J'en veux pour preuve que M. Macron propose un plan sur 7 ans de réarmement de la France, comme les Allemands. Il vient de signer 100 milliards. Ben, Macron propose plus de 400 milliards de réarmement. Et écoutez bien ce qui a été dit, c'est très intéressant. Il faut toujours écouter ce que disent les politiques occidentaux. Macron a dit simplement, voilà, nous allons créer des armes. Nous allons rattraper notre retard sur le terrain des drones, puisque les Français sont très mauvais en drones. De drones, que ce soit aériens ou au sol, hein, puisque c'est des drones de combat au sol. Nous allons rattraper le retard, mais nous allons aussi produire des armes beaucoup moins chères et plus importantes en nombre. Le retard en termes de production industrielle est tellement grand que, par exemple, on prend l'avion français le plus connu, qui est le Rafale. C'est un avion qui coûte trop cher, qui est difficile à entretenir et qui est invendable, parce que trop cher. Eh bien, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est une guerre de concurrence industrielle. Quelles sont les industries qui sont les plus efficaces et qui rapportent le plus? Et les Russes ont démontré avec le partenariat évidemment des Iraniens qu'ils pouvaient utiliser des drones très légers, pas chers à produire, et qui pouvaient avoir des dégâts aussi importants que les fameux Baytar des Turcs. Donc ce qui se pose aujourd'hui, c'est que effectivement ce député allemand, qui est suffisamment intelligent pour comprendre le risque, c'est que son pays est toujours occupé par les États-Unis, donc il est obligé quasiment de répondre aux ordres et aux diktats américains, et qu'en même temps, s'il reproduise la même stupide erreur d'attaquer l'ours russe chez lui, parce que l'Ukraine c'est chez les Russes, et une fois de plus de recommencer la même erreur, sachant que c'est exactement ce qui s'est passé en 39-45, ils sont partis d'abord en Ukraine pour essayer de séduire la population puis après la retourner contre eux, eh bien, ils risqueraient non seulement d'y perdre beaucoup en termes politiques, en termes économiques et en termes industriels. Ce qui a détruit l'Allemagne, littéralement, c'est la puissance de frappe, puisqu'il n'était pas hyper technologique, mais qui était considérable. Le principe des Russes, c'est ce qu'on appelle les armées pléthoriques. Ils ont des capacités importantes en termes numériques et surtout, ils produisent énormément d'armements pour pas trop cher. La différence est là, et c'est pour ça que ce député est en panique, parce qu'il se rend bien compte que si l'Allemagne se trouve co-belligérante, c'est de ça dont on parle, elle finira par être pointée du doigt comme l'ont été les nazis, et comme on en a parlé souvent dans le Donbass, l'ont été évidemment ces fameuses brigades Azov qui étaient néo-nazis revendiquées. Les Européens font semblant l'oublier, mais on les a vus quand même, ces images de Napola, de jeunes de néo-nazis en formation dans les centres de jeunesse quasiment hitlériennes, c'est quand même extraordinaire. Donc aujourd'hui, la panique qui est vraiment, qui pointe le bout de son nez, c'est que les Allemands se rendent bien compte qu'ils sont instrumentalisés, qu'on veut les pousser à une guerre dont ils ne veulent pas, et qu'on veut détruire leur économie parce qu'ils sont en train en plus de récupérer les usines allemandes à bon compte. Pour votre analyse. Afrique Média, le monde, c'est nous.